Bonjour les chers internautes, bienvenue à RDC État d'urgence. Aujourd'hui, je reçois Madame Blandine Dianfouta. Madame Blandine Dianfouta est la vice-présidente de RCK, si j'ai bien compris. Tout à fait. Alors, elle va nous expliquer elle-même ce qu'est RCK et quels sont les objectifs. Bonjour Monsieur madame. Okunda, merci de m'inviter sur votre plateau. Oui. Bonjour aux internautes, bonjour à tous les peuples congolais qui nous suivent actuellement. Donc, je suis Blandine Dianfouta, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis donc vice-présidente du RCK, les résistants combattants du Congo. Je suis également la présidente de la souveraineté panafricaine, qui est un mouvement panafricain qui regroupe plus d'une trentaine de pays d'Afrique subsaharienne principalement. Donc, concernant le RCK, puisque le sujet c'est le Congo, concernant le RCK, donc c'est les résistants combattants du Congo, nous sommes un mouvement qui est né au lendemain, on va dire, de l'éveil patriotique du peuple congolais, ou alors l'éveil de conscience du Congolais qui s'est dit que nous qui sommes ici dans la diaspora, on a une vie plutôt stable, mais chez nous ça ne va pas. Il y a un problème, il y a des millions de morts, il y a une dictature sanglante, il y a une gestion des affaires qui est très mauvaise, il y a un peuple qui souffre, il y a une famine atroce. Et c'est suite à ça que le peuple congolais s'est levé ici dans la diaspora, et d'où la naissance du RCK en 2010, pour rassembler toute cette colère, toute cette émotion, toute cette énergie, ce dynamisme qui permet justement de se battre et d'amener au Congo à des jours meilleurs. Donc notre objectif final, c'est la libération totale du Congo. La libération totale du Congo, dans quel sens? C'est-à-dire, effectivement, nous avons été sous occupation rwandaise particulièrement pendant plus de 18 ans, mais nous avons toujours été colonisés plus ou moins et occupés par l'Occident depuis le début des temps, depuis même après la colonisation, une autre forme de colonisation, une autre forme d'occupation qui était chez nous, sous la forme des multinationales, des ONG internationales. Toute cette occupation a fait que le peuple, le RCK, voit dans son combat une libération totale. Ok. Alors, mais comment, quand vous dites la libération totale, mais ça fait longtemps qu'on entend beaucoup de monde parler de cette libération, mais on ne sait pas quels sont les moyens mis en place pour atteindre cet objectif. Comment vous procédez? Alors nous, le moyen qu'on a utilisé ici dans la diaspora, ça a été la pression. Ouais. C'est-à-dire que nous savons que effectivement toutes les décisions des pays africains, pas seulement de la République démocratique du Congo, se prend ici en Occident. Okay. C'est-à-dire par les États, l'État français, l'État hollandais, belge, États-Unis, canadiens, Allemagne, tous ces États, c'est eux qui sont décisionnaires, qui font partie de l'ONU, qui font partie de l'OTAN, qui font partie de toutes ces organisations internationales, qu'on dit vulgairement la communauté internationale. C'est eux qui prennent les décisions. Donc on a fait une pression, comme je vous ai dit, au lendemain de 2009-2010. Les Congolais se sont levés et la pression consistait à faire des manifestations, à faire passer le message dans toutes les villes de France, dans toutes les villes de l'Europe, pour dire au peuple français d'abord que nous, notre peuple, ne peut pas souffrir comme ça. Qu'il est inacceptable que dans cette ère du 20e ou du 21e siècle, on puisse avoir un peuple qui est mis à part, qui est maltraité, qui est esclavagisé, qui est tué, et qu'on puisse avoir un génocide sans nom de 12 millions de morts. Donc nous avons fait ce travail pendant plus de 10 ans. Mis à part cela, nous avons interpellé les autorités par des voies diplomatiques, c'est-à-dire par des courriers, par des demandes de rendez-vous auprès des ministères des Affaires étrangères, françaises, hollandaises, américaines et allemandes, particulièrement pour le RCK et pour d'autres organisations, puisqu'il n'y a eu pas que le RCK qui est né dans cette période-là, il y a eu des multitudes d'autres organisations qui sont nées aussi pendant cette période. Et les autres moyens aussi qu'on a eu, c'est pour ça qu'on nous a appelés plus les combattants, on a plus mis l'accent sur les combattants, c'est parce qu'on a fait effectivement des opérations coup de poing, comme on dit, c'est-à-dire qu'à l'arrivée de Kagame en 2012, ici en France, on a bloqué le périph' pendant toute une journée. On a brûlé des voitures sur le périph' pour bloquer la circulation au niveau de Porte-Maillot, pour interpeller, pour bloquer la circulation, pour dire que Kagame est un génocidaire et qu'on ne voit pas pourquoi est-ce que la France devra accueillir un génocidaire qui a tué des millions de personnes dans la République démocratique du Congo. Mis à part ça, nous avons interpellé toutes les autorités congolaises via notre ambassade, en faisant effectivement aussi des opérations coup de poing, dans lesquelles on déchirait les effigies de Joseph Kabila, pour dire que ce n'était pas le président de la République démocratique du Congo, et encore moins le président des Congolais, puisque s'il n'est pas capable d'assurer une sécurité ou d'être lui-même commanditaire des meurtres en République démocratique du Congo, nous n'en voulions pas.
Nous avons aussi fait d'autres opérations au niveau de l'Église catholique. Nous avons interpellé toutes les personnes qui pouvaient être susceptibles d'entendre notre voix, d'entendre notre message et de comprendre que le Congolais est aujourd'hui un peuple comme tout autre peuple, a toujours été comme tout autre peuple. Et le Congolais est aujourd'hui capable de s'assumer avec ses erreurs du passé et avec ses idées d'aujourd'hui pour construire un Congo meilleur. Est-ce que lorsqu'on parle des combattants aujourd'hui, on doit vous dissocier des combattants ou bien vous faites partie, puisque c'est un mot qui est souvent à la mode, on parle des combattants. Des combattants, tout à fait. Est-ce que c'est la même chose que vous prenez ou pas du tout? Il y a une petite différence entre RCK et le mot combattant en général concernant les Congolais. Alors, on ne va pas se dissocier des combattants puisque nous avions fait partie du combattant. La seule distinction, c'est que nous, au niveau du RCK, nous avions déjà des idées politiques. Nous avions déjà des démarches dans le sens politique, et nous avions effectivement déjà une cellule politique qui étudiait qu'est-ce qu'on pouvait faire au lendemain des opérations, comme je vous ai cité, manifestations, coups de poing et autres. Et donc, à ce titre, aujourd'hui, nous sommes un parti politique. Puisque nous avons évolué dans le temps. Nous avions pendant longtemps clamé, je vais le dire en lingala pour que les Congolais s'en rappellent bien, que même Soki Mpukwaye, Dorothée na place wana. Sansel Kabila à Longwa, Atamboa, Dorothée na place wana Kabila Longwa. Donc quand notre frère Félix Tshisekedi a pu prendre le pouvoir, pour nous il était logique et évident que nous devions le soutenir parce que ça a permis que Kabila ne soit plus à la tête de notre pays et pour pouvoir effectivement entamer notre démarche de devenir un parti politique. Ok. Alors, je vais faire un peu l'avocat du diable. Oui. Alors, actuellement, on voit une tendance qui est de prôner le retour, je ne sais pas si au moboutisme ou quoi, on voit de plus en plus de drapeaux du Zaïre, on reçoit des vidéos de l'époque de Mobutu. On dirait que les Congolais sont nostalgiques de cette époque-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est naturel parce que quand, à défaut de mieux, on se rappelle un peu du peu qu'on a pu avoir. Donc c'est vrai que le Congolais aujourd'hui voit son pays complètement en déroute, où il ne maîtrise presque plus rien, où cette occupation est toujours présente en République démocratique du Congo, les choses ne changent pas. Et on se rappelle du temps où on allait plus ou moins bien, où on n'avait pas à se poser des questions sur qu'est-ce qu'on va manger demain, qu'est-ce qu'on va mettre demain, où il y avait une sorte de petite vie sociale, si je peux dire moyenne, à cette époque-là. Et c'est vrai que c'est nostalgique, c'est naturel. Mais raisonnablement, c'est-à-dire que si on y réfléchit un peu, si on prend un peu de recul, on ne peut pas revenir au temps de Mobutisme. C'est ce que j'allais dire. Parce qu'en revenant au temps de Mobutisme, c'est effectivement, ou alors si on y revient, c'est pour corriger les erreurs. Ce n'est pas pour refaire la même chose. Le moboutisme qui est né au lendemain de notre indépendance, donc dans les années 64, quand Mobutu a pris le pouvoir, effectivement, il a imposé un certain charisme, une certaine unité, puisque moi, c'est ce que je retiens personnellement du temps de Mobutu. Cette unité qu'il a construite au sein du peuple congolais, que vous soyez du Bandundu, que vous soyez de l'Équateur, que vous soyez du Kasaï, que vous soyez du Maniema, que vous soyez de partout, du Bas-Congo, de partout de la République démocratique du Congo, vous vous sentez congolais, vous vous sentez unis. Ça, c'est ce qu'on lui a accordé. Par contre, ce qu'il a mal géré, et c'est ça le problème, c'est la malgérance des biens publics du pays. Ce qui a conduit une partie à la misère que nous avons aujourd'hui. Ce qu'il a mal géré aussi, je pense, c'est justement cette concentration du pouvoir vers un seul homme qui fait que les autres personnes pouvant travailler ou ayant des bonnes idées ne pouvaient pas le faire parce que tout était concentré sur un seul homme. Ce qu'il a mal géré, c'est qu'il n'a pas estimé faire le nécessaire pour protéger la République démocratique parce que nous avons 9 frontières, 9 pays frontaliers et qu'il aurait été important effectivement en ayant une vision lointaine que nous sommes un pays très exploité parce que nous sommes un pays très riche, que le lendemain tous ces pays du moins pourraient venir nous annexer ou vouloir prendre notre richesse. Donc voilà pour moi, à mon sens, les points qu'il a mal gérés et qui fait que revenir au Mobutu, c'est une erreur. Mais s'imprégner des erreurs du moboutisme est une bonne chose pour avancer et créer un autre Congo. Ok, je partage ce point de vue-là parce que oui, je suis moi-même très surpris de voir justement cette résurgence aujourd'hui des drapeaux du Zaïre. Bien sûr que l'unité du pays à l'époque de Mobutu, on ne peut que regretter cette unité qui était bien là, bien installée et tout ça, mais on ne peut pas oublier quand même justement que l'armée a été laissée à l'abandon. Si aujourd'hui nous sommes dans un pays qui n'est pas protégé, l'armée était monolithique qu'avec les personnes bandits qui devaient diriger, on ne peut pas oublier aussi les massacres de Lubumbashi, des choses comme ça, les pendaisons. Donc non, on ne va pas revenir en arrière, il faut qu'on essaye de trouver une autre alternative pour avancer.
Voilà, je pense que c'est ce qui est important. Cela étant dit, j'ai une question concernant l'organisation de RCK. Vous êtes vice-présidente, je suppose qu'il y a un président. Oui, tout à fait. Oui. Donc, au sein du RCK, notre président s'appelle Jean-Martin Salibonguengue, Okay. qui a été, avant même d'être président du RCK, déjà un grand meneur au niveau des combattants, un leader, puisqu'ils avaient créé déjà à l'époque le CREF, qui était le collectif. Avant le CREF, il y avait l'APK, donc Union pour le Congo. Ensuite, nous avons eu le CREF, collectif des Congolais de France, et de là est né donc le RCK. Pourquoi cette troisième étape, tout simplement parce que nous avions une vision politique. Notre leader, Martin Sali, avait une vision politique. Okay. Et donc, il devait affirmer cette vision, et d'où est la naissance du RCK. Donc, nous avons un président qui a toujours été dynamique, qui a toujours porté le Congo au fond de lui, qui a toujours été un homme d'idées, un homme avec un charisme imposant, bien sûr, mais surtout avec un grand cœur. C'est ce que moi je retiens chez lui, c'est ce grand cœur, cet amour véritable pour le Congo. Si on en est arrivé jusqu'à aujourd'hui en 2020, avec un RCK toujours aussi debout, toujours aussi déterminé dans ses bottes, c'est parce qu'il est resté constant dans son idéal, okay. Il est resté constant dans sa lutte. Vous savez combien de membres à peu près? Alors ici en France particulièrement, nous avons plus d'une centaine de membres inscrits, mais nous avons des milliers de sympathisants, notamment dans la communauté congolaise, mais aussi africaine. En République démocratique du Congo, nous venons de nous implanter, nous commençons à faire les appels aux membres. Et d'ailleurs, je lance un message à ce titre. Notre siège social se trouve à 4 rue Ntimberi à Lemba. Donc, c'est le siège social du RCK. Tous les Congolais qui se sont investis par la volonté de servir le pays, d'être patriotes, de réussir la mission que nos aïeux n'ont pas pu finir, c'est-à-dire de reconstruire ce Congo vers un destin favorable pour nos enfants. Venez vous inscrire, devenez membre du RCK et ainsi, ensemble, nous pourrons construire notre pays. Ok. Nous avons énormément d'organisations congolaises qui existent en France et ailleurs. Oui. Alors la question que je me pose, est-ce qu'il n'y a pas lieu de les rassembler tous sur une même plateforme, parce que plus on est unis, plus le combat peut être beaucoup plus fort et un aboutissement plus concret de certaines luttes. Je parlais tout à l'heure du président Sali. C'est ce qu'il a toujours voulu faire. Quand à chaque fois il a donné l'initiative de créer des mouvements, c'était dans ce sens-là, c'était effectivement de rassembler toutes les forces congolaises dans la diaspora pour créer une seule force, comme on dit, un point armé est plus fort qu'un doigt qui pointe. Donc à ce titre-là, on a toujours été dans cette optique-là. Nous avons créé aussi la coalition des forces vives congolaises en 2016, après le non départ de Kabila quand il a voulu faire un coup de force. Et nous avions proposé avec cette coalition des forces congolaises qui regroupait plus d'une vingtaine de mouvements congolais ici, aussi bien des sociétés civiles, aussi bien des partis politiques que tout à chacun, c'est-à-dire des individus simples. Et nous avons proposé une transition sans Kabila à l'époque, que nous avions soumis aux autorités françaises ici, aux autorités hollandaises et également aux autorités congolaises à l'époque. Donc ça a toujours été notre vœu, l'unité, c'est ce que nous savons que c'est avec cette unité-là que nous réussirons à combattre toutes les antivaleurs et toutes les armes qu'on lance vers la République démocratique du Congo. Donc ça n'a jamais été une volonté de séparer, mais malheureusement, c'est peut-être la nature, c'est peut-être seulement les Congolais, c'est que plus on s'unit et plus on crée au contraire des tendances, enfin on fait des fractures, enfin on fait des fissures, et ce qui fait que cette unité est très fragilisée. Mais j'en appelle encore à ce peuple congolais de la diaspora, l'homme, on dit, diviser pour mieux régner. Si on a donné ce proverbe, diviser pour mieux régner, c'est bien parce que la division permet à un individu malsain de régner. Exactement. Donc pour combattre cet individu malsain, le mieux c'est l'unité. On peut avoir des divergences d'idées, on peut avoir des divergences de tendances politiques, on peut avoir des divergences religieuses, mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'unir vers un seul objectif. Et je pense que la libération du Congo aujourd'hui, si elle s'obtenait, ce ne serait pas pour le RCK, mais ce serait pour tous les Congolais d'aujourd'hui et de demain. Je constate aussi que les Congolais cherchent souvent à être à la tête. Ils cherchent souvent à être le leader. C'est peut-être ça aussi qui pêche. C'est ça notre gros souci. Tout le monde veut être chef et personne ne veut être subalterne. Mais je pense qu'on a un exemple, un très bel exemple de Patrice Emery Lumumba qui, au lendemain de l'indépendance du 30 juin,
aurait pu devenir le président de la République. Il en avait la carrure, il en avait le dynamisme, il en avait l'opportunité, puisqu'il avait tout un mouvement derrière lui, tout un peuple qui voyait en lui, mais il a voté pour que ce soit Kasavubu qui soit le président de la République démocratique du Congo. Donc je pense qu'on peut quand même, on a des éléments, on ne peut pas dire que c'est parce que Tolobaraming, ils ont la bisso. Non, 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 ils ont la bissoté. Et ça, il faut quand même prendre les bons exemples. Et je pense que Patrice Lumumba a été un exemple à ce niveau-là et qu'on devrait s'en inspirer plus que peut-être l'exemple de Mobutu à ce titre, justement, de savoir que tout le monde veut être chef. Et c'est ça qui a perdu, en fin de compte, les efforts de l'indépendance. C'est qu'après cette indépendance, il y a eu cette guerre de chefs, cette guerre des coachs, Chombe à gauche, Kalonji à droite, et ainsi de suite, qui a fait que on n'a pas pu rentabiliser, capitaliser les efforts qui ont été faits pour obtenir le 30 juin notre indépendance. En parlant de Lumumba, c'est une bonne transition parce que nous sommes le 29 juin aujourd'hui. Tout à fait. Et demain, c'est le 30 juin. Journée importante pour tout Congolais. Parce que c'est la date anniversaire de l'indépendance du Congo. Tout à fait. 60 ans après, oui. Quel bilan vous pouvez faire? Avec tristesse, un bilan négatif. Avec tristesse, un bilan négatif, d'une part, mais avec une positivité. C'est qu'aujourd'hui, on a un peuple quand même congolais un peuple congolais, je veux dire, jeune, qui retrouve l'amour du Congo, si je peux dire ça ainsi. Ce que je vois dans notre jeunesse, dans les enfants, dans les plus jeunes que nous, qui ont envie de découvrir le Congo, qui ne le découvrent pas politiquement forcément, mais qui veulent le découvrir autrement. Et je pense que c'est ce retour. Moi, je suis de l'époque des enfants qui sont venus ici à très bas âge, où mes parents étaient déjà venus ici, donc j'ai suivi mes parents. Et c'est vrai que je n'ai pas eu le suivi, c'est-à-dire l'historique de mon pays. Je n'ai pas été, comment dire, je suis venue en France, mes parents m'ont dit tu es en France, tu étudies, ta vie est ici, et voilà, le Congo était oublié. Et quelque part, la jeunesse d'aujourd'hui, au contraire, a envie de connaître ce Congo, d'aller vers ce Congo. Donc c'est ça le côté positif. Le côté négatif, c'est qu'on a perdu beaucoup en termes administratifs, en termes politiques, en termes sociaux. Et avec cette guerre des égos, comme vous avez dit tout à l'heure, ça a fait que la gestion politique, la gestion de la chose, c'est très mal faite. Tous les efforts qui ont permis à ce qu'on arrive au 30 juin, tous les efforts qui ont conduit à des morts certaines, plus de milliers, voire même les milliards de morts qui ont été perpétrés pendant la colonisation avec les colons belges, c'est comme si c'était parti pour rien. Et c'est ça un peu le regret aujourd'hui de dire que 60 ans après, la République démocratique du Congo est toujours colonisée, est toujours sous occupation et le peuple congolais n'a pas réussi à gérer la gestion de son pays. Alors, il y a 2 fois, on se pose la question, puisque tout Congolais sait que le pays tel que le Rwanda est responsable de beaucoup de maux des Congolais et des morts aussi. Voilà. Et pourquoi ne pas manifester, par exemple, à l'ambassade du Rwanda, au lieu de manifester tout le temps dans nos ambassades à nous, Kabila et tout ça? Est-ce que ce n'est pas mieux de frapper le marionnettiste au lieu de frapper la marionnette? Tout à fait, vous avez Ça, c'est une première question. Voilà. Deuxième question, il y a eu à un moment donné des chanteurs qui chantaient en France, il y a eu des combattants qui sont partis pour empêcher un certain chanteur congolais connu, fallait pour ne pas le citer. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette action? Est-ce que pour vous, c'était important d'empêcher ce genre de concert ou vous pensez que c'est en vain que de faire ce genre de combat? Voilà, vous avez ces 2 questions. Alors, je vais commencer par la dernière. Le blocus des concerts a été ordonné, enfin, je ne vais pas dire ordonné, il a été maintenu par les combattants. Mais ça a été dans les années fin 96 déjà, fin 90, début 2000, voire même jusqu'à 2005, par là 2006, un ras-le-bol des parents congolais. Parce que les musiciens qui venaient ici, qui venaient de notre pays, qui venaient dans la diaspora faire leurs concerts, déjà incitaient les jeunes à la débauche. La plupart des musiciens qui venaient sans papier voulaient prendre des jeunes filles d'ici pour faire des enfants et avoir la nationalité. Donc il y a eu une dépravation de notre musique, aussi bien dans les chansons elles-mêmes, aussi bien dans le comportement des musiciens. Et il y a eu un ras-le-bol de la communauté congolaise sur les agissements des musiciens. Ça, c'est déjà le point de départ des blocus des concerts ici en France particulièrement et dans le monde entier.
Ensuite, il y a eu les combattants qui sont nés, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. Et les combattants, en fin de compte, se sont servis un peu de cette arme, puisque comme on dit dans la résistance, il faut des acquis, il faut des armes, pour essayer de mettre une pression sur ces leaders justement d'opinion, qui sont nos musiciens, nos chanteurs, pour pouvoir justement transmettre un message. Puisque pour la plupart de ces musiciens, ils chantaient pour les louanges de l'occupation qu'il y avait en République démocratique du Congo. Donc, nous n'avons pas été tout de suite dans une brutalité, nous avons été d'abord dans un travail de conscience, dans un travail d'échange, de paroles, de dialogue avec ces chanteurs. Et quand on a vu qu'effectivement, un musicien comme je vous le citais, moi, JP Piana, comme Werason, qui au lendemain des discussions du dialogue qu'on a entamé avec lui ici, retour au pays, font une chanson pour Joseph Kabila. Donc ça veut dire que le dialogue, effectivement, était complètement fermé. Donc à ce moment-là, la communauté congolaise, les combattants ont décidé de faire un blocus de tous les concerts des musiciens congolais. Aujourd'hui, nous sommes dans un changement, puisque nous avons obtenu une alternance politique avec le président Félix Tshisekedi. Et effectivement, tout est à revoir, tout est à remettre à plat et tout est à discuter. Donc, les actions qui ont pu être faites dans le passé ne sont pas des actions mauvaises forcément, elles ont permis d'arriver à quelque chose. Donc maintenant, c'est de réfléchir ensemble, comment est-ce qu'on peut continuer à travailler ensemble pour amener, comme je vous ai dit tout à l'heure, un meilleur. Voilà. Okay. Pour répondre à la première question, nous avons fait, nous, personnellement, le RCK, plusieurs manifestations devant l'ambassade du Rwanda. Nous en avons fait au moins 4 manifestations, plus des manifestations autorisées, plus des actions coup de poing. On s'est introduit à l'intérieur de l'ambassade du Rwanda, à nos risques et périls, puisqu'on a bien failli passer. Okay. On a eu 2-3 actions aussi au niveau, comme je vous ai dit tout à l'heure, le blocus du périph' à l'arrivée du Kagame en 2012, qu'on a réitéré quand Kagame a été reçu par l'UNESCO en 2015, pardon. Et nous avons écrit aussi à l'Union africaine quand Paul Kagame est devenu président de l'Union africaine. Donc nous tapons sur le marionnettiste, on ne tape pas seulement sur les marionnettes, parce que nous savons que pour que Kabila puisse rester au pouvoir à ce moment-là, il a fallu bien sûr que Kagame, puisque pour ceux qui ne le savaient pas, la République démocratique du Congo était maintenue par force par Kabila, mais celui qui gérait les affaires internationales, la diplomatie, c'était Paul Kagame. C'est lui qui parlait pour les Congolais et au nom des Congolais à l'international. Donc nous savions que c'était sur lui, effectivement, que nous devions taper fort, mais il fallait faire réagir aussi le peuple congolais. Tout à fait. Alors, de toute façon, pour ajouter aussi, ce n'est pas terminé. Hein. Nous savons très très bien que Kagame continue jusqu'à présent de s'immiscer dans les affaires congolaises. Et de toute façon, le combat pour la libération du Congo doit passer aussi par le Rwanda. Il faudrait de toute façon le savoir. Alors, j'aimerais vous faire réagir par rapport à une vidéo. Vous allez me donner votre avis. On va regarder ensemble quelques secondes. Vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Ils sont venus prendre des choses qui ne leur appartiennent pas et ils ont mis dans ces musées pour récolter des millions et des milliards. Ce qui nous appartient. Nul n'a le droit de venir prendre ce qui appartient au peuple africain parce que c'est notre patrimoine, c'est notre richesse. Et ceci a apporté des millions et des milliards à toute l'Europe occidentale. Donc vous voyez que je me démerde pour dévisser ça. Venez les frères, on va dévisser ça, on va partir avec à la maison. Voilà. On part avec notre bien. Je suis venu récupérer ça au musée de Quai Branly. Donc, je pars avec à la maison. J'aimerais avoir votre réaction par rapport à cette image. Alors déjà, la personne qui parle s'appelle Mwanzulu. C'est un frère de combat congolais, mais de combat panafricain surtout, avec lequel nous avons partagé, nous étions d'ailleurs au niveau de la souveraineté panafricaine, il était membre, son organisation était membre de UDC, était membre de la souveraineté panafricaine. Son action, elle est légitime hein, si on se pose sur le regard de Congolais, c'est-à-dire sur le fait que ces biens qui sont effectivement exposés au Quai Branly, qui sont exposés à la Fondation Cartier, au musée du Louvre et d'autres petits musées, appartiennent au peuple congolais. Le souci, c'est que, au point de vue légal, point de vue juridique, pas légal, parce que la légalité, on va dire au point de vue juridique plutôt, pour qu'on puisse récupérer ces biens, il faut d'abord qu'on fasse la preuve que ce sont nos biens. Deuxièmement, il faut qu'on puisse faire une action judiciaire pour pouvoir récupérer ces biens. Mais l'action qu'il a fait, ça réveille un peu le sujet. Ça réveille effectivement le sujet parce que si je me rappelle bien, il y a de cela plus de 2 ans, ou moins de 2 ans peut-être, le président français, Emmanuel Macron,
a promis aux Africains, aux États africains qui voulaient récupérer leurs biens, leurs arts, ici en France du moins, de pouvoir le faire. Donc maintenant, ça interpelle effectivement les autorités congolaises et les autorités françaises de savoir que maintenant, il serait temps que les Congolais, que l'État congolais puisse faire cette demande auprès de l'État français de récupérer effectivement les biens qui nous appartiennent au Quai Branly et les autres musées que je viens de vous citer. Et cette démarche, comme je vous dis, ce sont des actions que nous-mêmes, à RCK, nous faisions à l'époque, avant de devenir effectivement parti politique, quand on était encore 100% combattants. Ce sont des actions que nous menions effectivement pour réveiller la conscience africaine et congolaise, et surtout la jeunesse, parce que beaucoup de jeunes, je suis sûre, s'ils ont été au Quai Branly, ça a été une fois avec l'école, et après ils n'ont jamais été parce que, voilà, ils savent pas qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il y a là-bas. Et on sait que le Quai Branly, principalement le Quai Branly, est rempli des arts africains, pas seulement congolais. Il y a énormément d'autres pays, gabonais, guinéens, ivoiriens, sénégalais, maliens, qui ont leurs biens dans ce musée. Donc c'était une bonne action. Mais maintenant, l'aboutissement de cette action, c'est effectivement de mettre en confrontation les deux États juridiquement pour qu'on puisse récupérer nos biens. Nous arrivons presque à la fin de notre émission. Rétrospectivement, nous voyons que nous avons l'indépendance du Congo qui a eu lieu il y a 60 ans et beaucoup de choses n'ont pas bougé. Il y a quelques actions, vous avez cité certainement du bon côté des choses, c'est que les Congolais sont de plus en plus, en tout cas, bien fervents défenseurs de leur pays. Ils font le nécessaire pour que l'on sache ce qui se passe chez eux. Mais pour vous, comment vous projetez dans l'avenir? Comment vous voyez le Congo dans les 10, 15 prochaines années? Est-ce que vous avez vraiment l'espoir ou bien vous êtes plutôt sceptique pour tout ce qui va se passer? Sachant que nous avons évidemment un nouveau président, mais certains disent qu'il n'a pas encore totalement les mains libres pour faire quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Comment vous voyez l'avenir? Mais déjà, si on était sceptique, on ne continuerait pas le combat. Si on le continue, c'est parce qu'on est optimiste. Déjà, vous avez dit une bonne chose, les Congolais maintenant ont la ferveur de vouloir défendre leurs biens. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans 10 ans? C'est des Congolais unis, c'est des Congolais patriotes. Parce que ce qui nous a manqué longtemps chez les Congolais, c'est ce sens du patriotisme. Ici en France, dès le bas âge, on vous enseigne l'histoire de la France, toutes les guerres qui ont été remportées par la France, tous les grands hommes et les grandes femmes françaises, l'hymne national, pourquoi cet hymne national est né, comment est-ce que les hommes et les femmes non soldats, non politiciens se sont battus, se sont investis, comment au lendemain de la guerre 14, 18, 40, 45, et tout le monde a mis la main à la pâte pour reconstruire le pays. Et chez nous, au Congo, ça, on l'a pas. On l'a quasiment jamais eu. Donc, ça veut dire que le Congolais n'avait pas ce sens patriotique. Nous, dans 10 ans, qu'est-ce qu'on voit? C'est ce Congolais patriote. La mission du RCK, c'est aussi ça, c'est redonner ce patriotisme aux Congolais via un centre culturel que nous allons établir en République démocratique du Congo, principalement à Kinshasa, pour l'instant, avec nos petits moyens, pour tout justement raconter cette histoire, redonner ce cordon ombilical aux jeunes, aux gens qui ne savaient pas, pour demain avoir des vrais patriotes. Comment on voit le Congo dans 10 ans? On voit un Congo construit, où des routes pourront amener plus facilement dans les provinces. On voit un Congo fleuri avec toute son agriculture, toute sa végétation, aider les agriculteurs à pouvoir s'agrandir, parce qu'il y a beaucoup de petits agriculteurs qui ne peuvent pas vendre leurs biens parce qu'effectivement, ils n'ont pas de moyens de transport, parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'acheter un hangar pour stocker leurs marchandises, créer des grandes coopératives qui permettraient de gérer tout cela. Comment on voit le Congo dans 10 ans? C'est l'exemple de la Corée du Nord. C'est-à-dire que chaque Congolais peut devenir propriétaire. Il devient propriétaire comment? En étant des micro-entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez ici en France, ça règne l'auto-entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'on a compris que si chaque Français devenait propriétaire de son bien, il le défendrait encore mieux. Alors, c'est ça que nous, on voit aussi pour le Congo demain, des multitudes de micro-entrepreneurs. Qu'est-ce qu'on voit pour le Congo dans 10 ans? C'est cette jeunesse de la diaspora de retour là-bas, avec tout leur bagage intellectuel, physique, artistique, qui s'implante au Congo, qui redonne un souffle nouveau, parce que dans ce qu'il y a, dans le malheur, quand on dit, vous avez dit tout à l'heure qu'on dit que Félix Tshisekedi n'a pas totalement le pouvoir, c'est vrai qu'il n'a pas totalement quand on regarde au point de vue des institutions, puisque au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée nationale, il n'y a pas il n'y a pas une grande majorité qui est du côté de la présidence. Mais ce qui blesse, c'est parce que la classe politique n'a quasiment jamais été renouvelée.
Et il faut que cette jeunesse vienne renouveler la classe politique. Et c'est ça que nous voyons demain pour le Congo, dans 10 ans ou demain pour le Congo. Donc j'invite vraiment la jeunesse, je parle à beaucoup à la jeunesse parce que je sais que moi j'ai un profond regret, c'est que pendant ma jeunesse, j'ai pas pu être informée de tout ce qui s'est passé dans mon pays. Et peut-être qu'à l'époque, on serait levé plus tôt et on a perdu du temps pour s'éveiller. Donc là, maintenant, on a cette jeunesse qui est consciente, qui a les yeux et les oreilles ouverts, de tout justement s'investir. Dans 10 ans, qu'est-ce qu'on voit encore pour un dernier mot le Congo? C'est notre président Jean-Martin Salibongué pour rendre un Congo meilleur. Wow. Donc ça, c'est très bien parce que ça veut dire que vous êtes vraiment optimiste concernant le Congo. Ça, c'est une bonne chose. On a besoin de cet optimisme justement pour qu'on avance. Et si je peux terminer aussi, c'est surtout la paix en République démocratique du Congo. Cette paix qui est inévitable, mais cette paix ne pourra pas passer sans qu'effectivement il y ait une justice, il y ait réparation pour tous nos morts, toutes nos femmes violées, tous nos enfants. Et pour ça, il faut qu'on puisse mettre en place une sécurité interne des plus costauds. Par contre, tout à l'heure, en suivant, vous avez donné l'exemple de la Corée du Nord. Du coup, je me posais la question, est-ce que vous vouliez parler de la Corée du Nord ou de la Corée du Sud? Non, la Corée du Nord. La Corée du Nord qui a été bâtie principalement par des fils et des filles de génération en génération, ont créé des entreprises qui ont permis à la Corée du Nord d'être celle qu'elle est aujourd'hui. La plupart des multinationales, ce sont des multinationales familiales. Sachant que la Corée du Nord est la Corée qui est communiste. Je sais pas si... Tout à fait. Et il y a des multinationales là-bas qui se sont implantées? Non, ce ne sont pas qu'ils sont implantés, ce sont les fils, ce sont les entreprises familiales qui se sont développées. Quand je parle multinationales, excusez-moi, c'est peut-être par rapport à la grandeur de l'entreprise, mais pas par rapport à des entreprises extérieures. C'est essentiellement les Coréens qui se sont investis et qui ont construit la Corée. C'est pour ça que j'ai donné cet exemple. D'accord, ok, très bien. Effectivement, le communisme a souvent été décrié. Oui, c'est pour ça qu'on a tué notre père Patrice Lumumba, le prétendant le communisme. Mais qu'est-ce que le communisme en réalité? Qu'est-ce que le nationalisme en réalité? C'est l'amour de sa nation, c'est l'amour de sa patrie. Ce n'est rien d'autre, ce n'est pas du racisme, ce n'est pas de la xénophobie, ce n'est que l'amour de sa patrie. On vous a bien compris, on vous a bien entendu. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Je vous laisse libre. Alors, pour le mot de la fin, je vais inviter, demain nous serons effectivement le 30 juin 2020, 60 ans depuis 1960, notre indépendance est arrivée. Je vous ai dit tout ce que je vous ai dit avant par rapport à ce que nous voyons par rapport à cette indépendance, mais nous venons de passer une période difficile. Je pense que ça a touché tout le monde, quelle que soit la communauté. Nous avons subi une pandémie énorme du coronavirus qui a laissé beaucoup de familles endeuillées, qui a laissé beaucoup de femmes célibats veuves, beaucoup d'enfants orphelins. Et à ce titre, et au nom de cette indépendance, de ce 30 juin, demain, nous organisons une messe interreligieuse. C'est une messe qui aura lieu dans une église, certes, mais elle concerne toute la communauté congolaise, quelle que soit votre opinion religieuse, quelle que soit votre foi, votre croyance, puisque, en mon sens, il n'y a qu'un seul Dieu sur terre, puisqu'il n'y a qu'une seule terre. Donc, nous sommes tous unis par cela. Donc, nous voulons partager. Nous n'avons pas pu, pendant ces périodes, tout à chacun qui a subi cette perte dans la famille, faire un deuil convenable, faire une messe convenable pour pleurer nos morts. Et nous souhaitons vraiment que demain, donc mardi 30 juin, à 16h, à l'église Saint-Augustin, 8 avenue Caire, à Paris 8e, métro Miroménil, que vous soyez nombreux à venir ensemble, pleurons ensemble comme nous avons lancé comment dire, dans nos spots, pleurons ensemble nos morts et puis aimons-nous vivants pour réussir demain. C'est surtout ça le message qu'il faut passer. Alors, si les internautes cherchent à vous joindre, est-ce que vous avez un site web, vous avez un numéro de téléphone? Alors oui, ils peuvent nous joindre au 06, je vous donne 2 numéros, 06 98 49 67 00 ou au 06 25 33 14 69. Nous avons une page Facebook RCK, les résistants combattants du Congo. Nous avons nos comptes personnels, moi-même Blandine Zafitua, le président Jean-Martin Salibongué. Et voilà, donc nous avons bien sûr les boîtes mail, mais si vous arrivez déjà sur la page Facebook, vous aurez plusieurs éléments qui permettraient de nous contacter. N'hésitez pas à nous laisser des messages, même si on ne vous répond pas à la seconde ou à la minute, on vous répondra. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes un parti politique, les adhésions sont ouvertes, venez adhérer au RCK. C'était le mot de la fin, merci beaucoup de l'avoir suivi.